Aujourd'hui, le squat, j'ai le plaisir d'accueillir Alice, ostéo spécialisée dans le sport et plus particulièrement dans le football et le running, ainsi que les spécificités des athlètes féminines. Alice, bienvenue sur le podcast du squat de la performance. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah, ça va, génial. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? On a déjà fait la présentation globale, donc c'est Alice, je suis ostéopathe. Ça fait bientôt 3 ans maintenant que je suis ostéopathe. Petit à petit, ça passe. 5 ans d'études en ostéo et puis après directement, j'ai enchaîné par l'ouverture de mon cabinet un an après les études Ok. et j'ai voulu vraiment me spécialiser dans le sport, un petit peu plus que, bon, je vois de tout également bien sûr, mais dans le sport, essentiellement dans le foot. Donc j'ai fait tout ce qui est diplôme médical de la FIFA, pas mal de petites formations à côté, à titre informatif en ligne, pour vraiment cibler cette population. Génial. Sachant que c'est sur un secteur où le foot, je suis en terre de foot, on va dire, donc c'était un avantage aussi de partir dans ce milieu-là et il y a de quoi faire par chez moi. Ouais, parce qu'effectivement, tu es en terre du Nord, proche de Lens, tu m'as dit en off. Donc, Ouais. effectivement, il y a beaucoup de football malgré tout dans cette région-là. Ça me fait penser, j'ai interviewé Julien d'Agi Performance, qui est prépa physique du côté de Lille, et qui lui aussi me disait qu'il y avait beaucoup d'engouement par rapport à ça. Et surtout qu'actuellement, c'est vrai que Lens renaît de ses cendres. Donc, c'est top pour cette région qui, en plus de ça, est connue pour être un public très chaud, mais dans le bon sens du terme. Donc, au niveau de ton parcours sportif, du coup, tu as fait beaucoup de football ou pas particulièrement? Alors moi, toute petite, j'ai tout de suite touché au ballon, on va dire. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de foot féminin à l'époque. Bon, je suis pas une si vieille que ça, mais il y avait quand même pas beaucoup de clubs. Ouais. Il y avait un petit peu, dans ma région, il y avait quand même un club qui se distinguait pour faire un petit peu plus les féminines. Donc j'ai joué un tout petit peu là-bas. Mais après, ma mère voulait pas trop que je fasse du foot. C'était un petit peu le sport des gars, c'était violent. Elle a toujours eu cette idée-là. Donc je me suis orientée vers un autre sport. J'ai eu totalement un coup de cœur pour un autre sport, c'était l'escrime. Très bien. Donc rien à voir avec ça, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes objectifs, Ouais. plutôt dans l'individuel. Donc j'ai fait de l'escrime de mes 8 ans jusqu'à 23 ans. Et D'accord. en parallèle, je faisais du foot, mais pas en club. Donc le foot cours de récré, le foot UNSS au collège, des choses comme ça. Ouais, on voit effectivement l'influence des parents et de l'entourage par rapport à ça. Je pense que, comme tu le dis, même si tu n'es pas très âgé, c'est l'effervescence qu'il y a autour du football féminin se fait petit à petit, notamment bah, par rapport aux résultats de l'équipe de France féminine. Le fait qu'il y ait de plus Mm. en plus de moyens et de professionnalisme dans ces milieux-là, des centres de formation qui naissent. Je pense notamment à l'Olympique Lyonnais, avec qui j'ai pu travailler. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est comme si c'était un sport nouveau. Donc c'est super, c'est une super chose. Finalement, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons un sportif devrait consulter un ostéo? Du coup, donc il y a pas mal de raisons. En fait, je sais que tu avais dit que il y en a pas beaucoup finalement qui consultaient l'ostéo. Il y a pas longtemps en story, tu avais parlé un petit peu de ça. Exact. Moi, je vois plusieurs points à consulter l'ostéo. Dans un premier temps, on va parler de confort. Il va y avoir aussi le côté confort, hein. Forcément, un sportif, il peut avoir mal à droite, à gauche. C'est pas parce qu'il y a mal au dos, à l'épaule que c'est une blessure. Ça va juste être un blocage, quelque chose. Donc, dans un premier temps, c'est intéressant à voir. Le confort, ça va ouvrir sur 2 points. Sur le côté aussi performance. Si on a mal au dos, je pense pas qu'on va taper son meilleur temps à la course du 10 km qu'on avait prévu le lendemain. En match, ça va pas être la même efficacité. Les frappes, elles vont être molles, des choses comme ça. Donc, on Mhm. va jouer sur le confort pour jouer sur la performance, donc dans un lien indirect, et également pour tout ce qui est prévention des blessures. Si on a mal au dos, ça va avoir des répercussions aussi. En fait, tout ce qui va être bobologie, on va appeler ça la bobologie, c'est le mal du sportif, sans pour autant qu'il y ait une blessure en dessous, quelque chose de médical. Tout ce qui va être blessure du membre inférieur, dans le sport, c'est quoi? C'est 80% des blessures. Mhm. Et il y a pas mal de petites études là-dessus qui montrent que s'il y a une bobologie chez le sportif, on multiplie par 6 le risque de se blesser derrière au niveau des membres inférieurs. Donc, notamment, il y a c'est une étude où JB Morin a participé. Lui, il est beaucoup Mhm. dans le sprint, les ischios et tout ça. Bien sûr. Et il parlait un petit peu du dysfonctionnement du fait du pelvis antérieur qui joue sur la prévalence des blessures des ischio-jambiers. Donc, on peut, par le lien anatomique, voir un petit peu le bassin qui bascule un petit peu vers l'avant, une prétention sur l'ischio. On rajoute à ça pas mal de petits contextes extérieurs et facilement, on peut un petit peu plus se péter. Donc, dans un rôle vraiment de prévention. Après, moi, je suis spécialisée aussi. J'ai fait une petite formation. C'est sur le dépistage des profils à risque de blessures. Donc, Mhm. en fait, c'est une formation qui va me
cadrer un petit peu plus par rapport à des chiffres. C'est-à-dire que c'est un ensemble de tests. Ça va regrouper des tests de force, membre sup, membre inf, au niveau tronc, des tests de souplesse et des tests fonctionnels. C'est vraiment une triade de tests comme ça, avec certains chiffres. Il va y avoir des mesures avec dynamomètre, voir les forces, les symétries de chaque côté, pour justement évaluer et montrer s'il y a des profils qui vont être plus à risque de blessure par rapport à d'autres. Bon, ça, c'est dans les compétences ostéo un tout petit peu en plus avec les formations, Ouais, mais bien ça sûr. permet de limiter vraiment dans les blessures. Après, pour moi, ce qui va aussi beaucoup jouer, qui est important, qu'on oublie peut-être, c'est toute la partie conseil. Il y a Mhm. vraiment beaucoup de conseils à donner. Je pense qu'entre un ostéo classique, on va dire, et un ostéo étiqueté sport, le Ouais, côté spécialisation va jouer beaucoup là-dessus. Parce que l'ostéo, un ostéo lambda peut recevoir des sportifs. Il ne faut pas forcément l'étiquette, il ne faut pas forcément tout ça. Mais seulement le côté sportif, c'est pas mal de conseils, notamment en connaissant le sport. Le foot, on va dire, je connais par cœur les contraintes, les choses comme ça. Je joue moi aussi, donc ça me permet de mhm. parler plus facilement du sport. Beaucoup de conseils nutrition aussi. Je me forme pas mal là-dessus à côté, histoire d'apporter des petits conseils, des plans d'adaptation d'entraînement. Dans le running, adapter s'il y a une douleur en ce moment sur le mollet, changer sa foulée, adapter des choses comme ça. Et je pense que ce rôle de vraiment de conseiller, ça va être quelque chose en plus qui va amener ce côté ostéo du sport et donc du coup une raison de consulter. Faut Mais être quitte à faire un petit bilan de confort et juste pour prendre les conseils, ça va être énorme quoi. ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que moi, justement, je suis un peu plus réservé sur la question de la spécialisation. Pour moi, tu vois, je fais un peu le parallèle avec la kiné. Alors peut-être que c'est complètement différent pour l'ostéopathie, mais tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. Moi, justement, d'un point de vue légal, un kiné classique, on va dire, est apte à prendre en charge un sportif, mais pour Ouais. moi, il lui manque tellement de choses qu'il ne va pas pouvoir le prendre en charge correctement ou de manière optimale. Tu vois, au même titre que j'ai été formé à l'Institut de formation dans toutes les pathologies respiratoires et de gérer un patient dans ces problématiques-là, pour autant, je ne serais pas du tout optimal dans ces optiques-là. Et donc, pour moi, c'est un manque d'humilité quelque part. Et alors, j'enlève parce que je sais très bien qu'on va me dire oui, mais dans certaines régions, c'est un peu compliqué, etc. Certes, mais pour autant, dans la majorité des cas, pour moi, un sportif, c'est pas un jouet. Et parfois, c'est un peu pris comme ça. Notamment, enfin, encore une fois, je parle dans la kiné du sport, où parfois les sportifs vont être pris un peu comme, voilà, c'est le moment un peu où on va pouvoir faire plein de choses, etc. Ouais, mais non, en fait, faut pas se tromper. Donc, voilà, je comprends ce que tu veux dire. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à l'ostéopathie, justement. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y en a plein qui vont dire il n'y a pas de spécialisation, tout le monde peut faire de tout. Mais c'est des petites formations à côté, des petits plus qui font que la prise en charge du sportif, ça va pas être juste cool, il y a un sportif, je vais pouvoir Mm, lui faire toutes les techniques, mm. m'amuser. Non, il y a Ouais, derrière une exactement. performance, il y a des enjeux. Voilà, il y a juste une petite merde, le sportif derrière, il perd une semaine d'entraînement à cause d'un traitement un peu foireux. Et Exactement. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de problématique souvent, Dieu merci, il y a pas de problématique grave d'un point de vue vital, etc. Mais pour autant, il y a des objectifs, comme tu le dis, il y a des aspirations, des besoins qui sont propres aux sportifs. Donc voilà, c'est un petit message aussi, je pense, aux sportifs qui parfois ne savent pas qu'il faut aller consulter un médecin du sport, un kiné du sport, un ostéo qui a cette spécialisation et tout autre professionnel qui ont justement des compétences plus aiguisées par rapport à leurs besoins. Et je pense que voilà, c'est important de le préciser. Tu parlais notamment aussi du fait que bah, tu as été, donc tu joues au football, tu as cet œil justement plus aiguisé. Au-delà même de jouer, de pratiquer le sport, il y a cet aspect en fait d'analyse du sport qui est important parce qu'effectivement, après, quand on va d'un point de vue un peu plus microscopique, le fait d'être spécialisé dans le sport, c'est génial. Mais si on va travailler avec un sportif dont on pourrait travailler à la rigueur avec un sportif dont on ne connaît pas au premier abord le sport, mais voilà, tout simplement se renseigner, regarder des vidéos, aller tout simplement sur le terrain et voir les contraintes biomécaniques. Tu parlais de contraintes, c'est le mot juste hein, à mon sens parce que effectivement les contraintes sont différentes en fonction des sports et à partir de là, ben, en tirer des conclusions pour pouvoir accompagner au mieux les sportifs. oui, tout à fait. Moi, ça me fait penser, j'ai eu au cabinet des sportifs qui faisaient de la MMA.
Alors, c'était Mm. pas du tout mon truc, c'est pas très, très répandu. Et j'en ai eu un, puis j'en ai eu plusieurs derrière, etc., en chaîne qui sont arrivés. J'ai quand même été me renseigner. C'était pas ma spécialité où je pose beaucoup de questions. J'ai Ouais, pas de honte à poser des questions en bien sûr. consul. Ça se passe comment? Les contraintes, c'est quoi? Ça tire où le plus dans le corps, etc. pour vraiment le comprendre. Comme ça, si j'en ai d'autres, bah, je sais. Ah ouais, t'as fait telle prise. Ah, c'est vrai que celle-là sur les cervicales, elle fait mal. Voilà. Au moins, c'est vraiment quelque chose en plus. Je trouve que c'est le petit plus, la curiosité dans le sport et le connaître vraiment pour accueillir les sportifs au mieux. Ouais, du coup, ouais, exactement. Il y a cette curiosité et cette humilité de poser la question et d'aller se renseigner parce qu'on ne peut pas être bon de partout. Le but, effectivement, c'est voilà, d'accompagner au mieux nos sportifs. Tu parlais de JB Morin, c'est rigolo parce que bah, je pense que tous ceux qui nous écouteront en tant que professionnels du sport le connaîtront. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vivement à vous renseigner sur lui. Je pense notamment à des jeunes étudiants. Mais en tout cas, ça me fait penser en fait à un échange que j'ai pu avoir avec Pierre de Kinéaste, qui en parle beaucoup, et notamment dans le podcast numéro 6 qu'on a pu faire tous les deux. Eh ben, on parle de ces comptes, enfin, on parle de JB Morin, notamment sur le profil Force Vitesse. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder tout ça, à l'écouter plus particulièrement. Et effectivement, tu parlais de confort. Je pense qu'en fait, il y a aussi cette notion que dans le sport, aujourd'hui, il y a de plus en plus de volume. Donc, Ouais. cette utilité-là, elle fait véritablement sens parce que, ben, moi, encore une fois, on va parler football. Je vois notamment au niveau des intensités et du volume d'entraînement que peut avoir un sportif qui évolue en National 2. C'est des choses qui sont de plus en plus croissants. On a un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années avec des anciens joueurs professionnels, voire des joueurs qui étaient en centre de formation. Donc l'amateurisme, il est de moins en moins important. Le haut niveau amateurisme qui était la nationale, nationale 2, va se répercuter sur la régionale 1, régionale 2. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais effectivement, ça augmente les exigences. Oui, tout à fait, ça augmente beaucoup, mais des fois, le côté staff, etc. autour, lui, n'augmente pas. On reste sur de l'amateurisme pur et dur, Ouais, à un niveau de football pourtant quasi professionnel de plus en plus, quoi. ouais. Donc c'est ça le petit hic, c'est ça a posé Ouais, un petit souci à ce moment-là. effectivement, le hic, il est, je pense, au niveau des investissements des clubs, parfois parce qu'ils n'ont vraiment pas les moyens, mais souvent parce que tout simplement, au niveau de la distribution des moyens, c'est clairement pas mis là-dessus. Ça a peut-être été mis, je sais pas, sur l'aspect marketing, etc., et un peu moins sur cet aspect médical. Mais il faut pas oublier qu'un joueur qui ne joue pas, c'est une perte d'argent qui peut être conséquente. Donc plus importante, effectivement, chez un joueur professionnel. Mais pour autant, bah, dans un budget dans un club amateur national 2, national, qui ont certains, voilà, un salaire conséquent, si derrière le joueur ne joue pas, ça peut être un frein, effectivement, notamment bah, tout simplement pour performer si le club a des aspirations de monter plus haut. Ok, bah justement, tu me fais la passe décisive. Tu travailles aujourd'hui dans un club de football en R1 féminine et Ouais. notamment avec un kiné. J'aimerais savoir déjà, est-ce que ces joueuses-là, tu les vois au club ou tu les vois au cabinet? Alors, les joueuses, j'ai un passage dans la semaine, Ouais, c'est bah, le mardi, essentiellement le mardi soir, en fonction des besoins, ce qui s'est passé pendant le match ou autre. Elles me sollicitent, je leur demande un petit peu des retours, des choses comme ça. Et si besoin, je passe le mardi. Bien sûr, elles d'accord. sont invitées à venir au club. S'il y a un petit pépin entre deux, entre le mardi et le match, si le vendredi il se passe quelque chose ou autre, c'est les bienvenus au cabinet. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas les refuser en disant je passe que le mardi et débrouillez-vous le reste. Ouais, d'accord. Ok. Il faut rester disponible en fait. C'est ça le truc aussi, c'est le côté petite contrainte de travailler en staff médical, c'est de la dispo, d'un coup, oh je suis blessée, j'ai mal super fort à la cheville, il y a match demain, faut que tu me vois. Enfin, voilà, Ouais, c'est le petit côté être disponible quand même, beaucoup, beaucoup. ouais. Bah, ça, je pense que c'est un message qui pourra parler à ceux qui travaillent effectivement dans les staffs de sport, tout simplement. Et puis pour ceux qui aspirent à ça, effectivement, je pense que vous rendre disponible et être assez flexible sur vos horaires, c'est assez important, Ouais. effectivement. Donc, effectivement, donc, tu peux voir les joueuses à une certaine fréquence. Tu travailles avec un kiné, il me semble. Comment s'articule votre relation thérapeutique?
Alors en fait, on travaille beaucoup ensemble. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a beaucoup d'échanges, que ce soit au club ou hors club. On va Ouais. beaucoup échanger sur les blessures, sur des avis de joueurs. On est présent également les jours de match. Donc dès qu'il se passe un choc, quelque chose, ah bah t'en penses quoi? Regarde, ça a fait ça. Enfin, on analyse tous les deux vraiment ensemble. Les décisions, c'est des prises de décision quasiment communes. Il va Mm. pas faire quelque chose sans, je vais pas dire sans mon aval, mais sans qu'on en ait discuté. Moi, inversement, je vais pas dire bah, j'ai pris en charge un tel, je lui ai fait ça, sans lui en parler. Donc on échange beaucoup, au moins c'est main dans la main et les joueuses sont pris vraiment aux petits soins. Avec nous Ouais, deux, génial. il n'y a pas de souci. Après, on se partage un petit peu les tâches, on va dire. En avant-match, on est là. S'il y a deux, trois straps à faire, on va se partager. Je ne vais pas le regarder faire, il ne va pas me regarder faire. Sur le terrain, on agit en tant que soigneur forcément. Donc, à ton tour, à mon tour, on se partage la chose. Et puis voilà, c'est pas mal de petites choses comme ça. Des petits tests en début de saison, on les fait ensemble. On fait vraiment tout ensemble. On n'empiète pas sur l'un et l'autre. Quand il va Mm. y avoir, on sait rester à nos places quand même. Malgré ce travail commun, si Ouais. lui il va gérer une blessure musculaire qui est un mollet, des choses comme ça, je vais le laisser faire. Après, il va par exemple faire ses séances mollets. Il va me dire, bah regarde, je pense que ça joue sur la cheville. Est-ce que tu veux pas checker la cheville ou voir peut-être jusqu'au bassin carrément. Ouais, Voilà. génial. Donc en fait, on se renvoie les balles comme ça et au moins bah, les joueuses sont pris 100%. Il n'y a pas de souci, quoi. Ah, c'est trop bien. Parce qu'effectivement, du coup, il y a une vraie relation de confiance entre vous. Et qui plus est, vous avez des compétences qui sont communes, des compétences qui sont distinctes par rapport bah, à vos formations initiales, etc. Déjà vos diplômes de base. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez rare. Souvent dans les staffs amateurs, même parfois professionnels, on va avoir des kinés ou des ostéos, mais rarement les deux. Et pour moi, en fait, l'association des deux peut être vraiment bénéfique pour le sportif, déjà, bien évidemment, Ouais, mais aussi pour, comme tu le dis, pour vous, en fait. Parce que déjà, vous avez un double avis, vous pouvez échanger, donc forcément, ça vous fait progresser. Vous vous apportez mutuellement des connaissances, des compétences. Donc, je trouve ça hyper enrichissant, en fait. Et tout à l'heure, tu parlais effectivement d'un sondage que j'avais fait sur Instagram. En fait, le message que je voulais faire passer, au-delà de, OK, les sportifs, ceux qui ne consultent pas, bah, peut-être que vous devriez vous renseigner, et c'est tout l'intérêt de ce podcast. Le deuxième message, c'est les confrères qui ne connaissent pas cette pratique-là. Bah, soyez pas fermés. Pour quelles raisons vous ne consultez pas, je ne sais pas. Mais pour autant, ben, voilà, allez voir un peu ce qui se fait ailleurs. Parce que d'une part, vous allez apprendre, je pense, sur vous-même en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. Et ça peut vraiment vous apporter énormément de plus d'un point de vue compétence et aussi bah, par rapport à vos clients, à vos patients, carrément. tout à fait. Ouais, c'est hyper enrichissant. Et même en cas de blessure, parce que l'ostéo, on va se demander en staff à quoi ça sert aussi. On rebondit un petit peu sur la question juste avant. Mais en cas de blessure, par exemple, là, je suis une joueuse qui s'est fait les ligaments croisés. Pas de Ouais. bol. C'est un petit peu la pluie des ligaments croisés en ce moment Ok. dans le football. Opération, c'est immobilisation 15 jours, avec un travail kiné à J5, J7 en fonction bah, des protocoles chirurgicaux et kinés. Mhm. Finalement, je l'ai vu à 15 jours après l'immobilisation. Le kiné avait déjà travaillé dessus, mais le fait d'intervenir en ostéo, de relâcher la jambe, relâcher de la cheville jusqu'au bassin, le kiné, le lendemain, ah ben en fait, il n'y a plus de saccade dans ton mouvement, et ça y est, on attaque d'autant plus vite, d'autant plus fort, et la récupération va accélérer aussi. Ouais, génial. En fait, moi, j'aime Donc, bien dire, l'ostéopathie peut sublimer la kinésithérapie, au même titre que la kiné peut sublimer l'ostéopathie. Et en fait, de travailler en concert, ben, en fait, notre travail, si on voit notre propre personne égoïstement, peut être sublimé par autrui. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant et que je trouve vraiment cool, en fait, ben, dans votre staff. Qui plus est, bah, comme je disais tout à l'heure, entre guillemets, vous êtes que en R1. Pour autant, ben, voilà, aujourd'hui, on voit que les exigences, elles montent et visiblement, ben, le club en a pris conscience. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis vraiment content d'entendre ça. Selon toi, quelle est la différence finalement entre une prise en charge que tu vas avoir au sein du club et une prise en charge que tu vas avoir au cabinet avec un sportif en dehors de ton équipe? le club, on va dire, c'est des contraintes quand même de temps, ou dans le sens où c'est du traitement rapide. Ça va être moins du large, moins de temps de conseils, bien qu'on en donne, on en distille toujours un petit peu au club, hein, mais c'est, il y a mal à la cheville, il faut aller vite, il faut aller tout de suite, il faut cibler ce qui va pas, c'est 10 minutes.
c'est 10 minutes, après c'est une autre. Il faut savoir doser d'avant-match, j'ai mal au dos. Ah bah, je vais te faire une seule technique et un tout petit truc pour pas trop doser pour le match. C'est vraiment du calcul avec plus d'enjeux, Ouais. plus de stress, plus d'enjeux aussi. Qu'au Mm. cabinet, on a le temps, c'est 40 minutes la séance, on se pose, on reteste, on machin. Au club, c'est non, allez, tac, là pour moi c'est bon, go. Ta prise en charge, elle est plus courte, mais elle est plus fréquente. Parce que tu vas les Ouais, voir potentiellement chaque semaine, voire davantage si elles viennent te voir après au cabinet. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple pour toi ou tu vois ce que je veux dire au niveau de la différence de prise en charge entre des points bah après, je sais pas comment tu fonctionnes avec tes sportifs au cabinet, mais potentiellement les voir pendant une quarantaine de minutes, les revoir quelques semaines après, et puis après espacer au fur et à mesure, versus une prise en charge avec une sportive que tu as dans ton staff et finalement bah, la voir assez régulièrement, peu, mais mettre un petit peu la dose minimale effective en ostéopathie qui peut derrière accompagner et aider la sportive. ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi ce côté. Je vois pas les mêmes filles chaque semaine. Ça va vraiment être en fonction, mais c'est vrai que certaines qui ont un gros truc ou qui ont un gros antécédent, des choses comme ça, sont aussi demandeuses peut-être pour un petit confort en plus, Mm. je les vois régulièrement et ça les aide beaucoup. C'est vrai que ponctuellement de remettre une petite dose, c'est pas plus mal aussi, ouais, pour certaines. Pas pour Ouais. toutes. Je pense Ok, pas pour toutes, mais pour certaines, c'est pas mal. Après, il faut pas non plus qu'elles soient dépendantes de moi. complètement. C'est Ouais, ça aussi le truc. Si moi je leur dis, bah là c'est bon, si tu veux maintenir le chose, moi je suis juste là pour t'aider. Après, c'est à toi de travailler avec le prépa fille, enfin, faire des choses comme ça. mm. Voilà, je veux pas remplacer un prépa fille parce qu'il n'a pas fait ses exos au niveau bassin. C'est pas à moi de travailler le bassin tout le temps, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est bien que tu le soulignes. Tu parlais de pluie de ligaments croisés dernièrement, visiblement, chez toi. Justement, au niveau de la littérature scientifique, on note qu'il y a un risque de lésion de ligaments croisés 3 fois plus importante chez la femme que chez l'homme, étant donné que toi, en plus de ça, tu travailles avec beaucoup d'athlètes féminines. Selon toi, pour quelles raisons il y a cette différence au niveau des genres? Ouais, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Il va y avoir pas mal de différences hommes-femmes. On s'en rend peut-être pas forcément compte. Bon, maintenant, un peu plus, ceux qui sont dans le sport, dans le milieu, ils vont savoir Mm, distinguer un petit peu. Chez les femmes, bah, il va y avoir tout ce qui est facteur intrinsèque propre à la personne, tout ce qui est mm, extrinsèque. Dans un premier temps, on va avoir l'anatomie. L'anatomie d'une femme, c'est pas la même qu'un homme. On va avoir le côté bassin, ça va être le seul os genré du corps humain. Chez mm, la femme, il va s'élargir, chez l'homme, pas du tout. Par rapport à l'homme, la femme, ça va être, on va avoir un rapport inverse de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne, c'est-à-dire bassin plus large, plus petite épaule. Bon, peut-être certaines vont faire exception, des nageuses ou autres avec des épaules très carrées, mais globalement, c'est ça. Bassin ouais, large, épaule plus petite. Donc, on va avoir un triangle à base en bas. En fait, la base, elle va être vraiment en bas. Tandis que chez l'homme, ça va être épaule carrée, bassin plus fin. Donc, on va avoir plutôt une pointe. Ce truc-là va engendrer forcément des variations de ce qui se passe en dessous. Donc, en dessous, au niveau genou, ça va essayer de compenser un petit peu. Les hanches, elles vont un petit peu s'élargir. Le genou plus vers l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu pour les vrais termes l'angle Q. mm, Donc cet angle Q, plus il va être important, donc plus ça va être large, plus les genoux rentrent vers l'intérieur, plus on va avoir ce qu'on appelle le valgus du genou, qui va être un des facteurs de risque quasiment les plus importants chez la femme. La femme a plus de ça, donc ça va beaucoup jouer. Il va avoir aussi la pente tibiale qui va jouer dans le genou. Donc la pente tibiale par rapport aux insertions du ligament, plus elle va être importante, plus il va avoir une prétention sur ce ligament. Les femmes en ont une plus grande. Elles n'ont vraiment pas de chance, hein, elles ont tout qui ne va pas dans l'anatomie et du coup plus grande. Plus elle va être importante, plus il va y avoir des risques, notamment plus sur les récidives. Si on refait des opérations, quelqu'un qui a une pente tibiale X degrés vraiment énorme, elle va se répéter, elle va se répéter, elle va se répéter quasiment systématiquement. Donc ça, après, c'est un peu plus chirurgical, voir s'il faut faire ostéotomie ouais. pour corriger tout ça ou pas. Malheureusement, l'anatomie, c'est vrai qu'on peut pas trop la corriger, à part par chirurgie, si Mm, vraiment il faut. On va pas s'amuser à tester toutes les femmes en disant ta pente tibiale est trop forte. bien sûr. Et chirurgie, bon, chirurgien, on serait content peut-être, mais c'est pas le but de faire un business de chirurgie. Non, c'est Après, au sûr. niveau du ligament aussi, les femmes, il vont être un petit peu plus petits, plus courts. Donc, au niveau du volume, dans plusieurs plans, dans différentes coupes transversales, etc., on va le retrouver plus petit. Donc, on associe souvent un petit peu plus petit, plus court, bah, du coup, moins de force. Voilà, par rapport à tout ça. Après, la femme, hein, c'est plutôt tout ce qui va être hormones aussi autour d'elle. Donc, tout ce Mm, qui va être laxité ligamentaire, laxité articulaire. Forcément, si le genou il brille un petit peu plus facilement, bah, ça favorise tout ce qui va être risque de rupture aussi en plus. La grande partie anatomique pour la femme, c'est globalement ça. Je me fais la petite passe D avec les hormones.
On Ouais. parle beaucoup des règles. Les règles, ça va être beaucoup intégré de plus en plus que quand la femme a ses règles. En fonction du cycle, disons, il y a des risques différents. Il n'y a pas vraiment de consensus dans les études. Il y a des gens qui parlent de juste avant les règles, il y en a juste avant l'ovulation, des choses comme ça. Ce qui ressort vraiment, ça serait en préovulatoire. Donc, bien sûr, avec d'autres études qui doivent être portées sur le sujet. Et les petites hypothèses qu'il y a un petit peu, c'est qu'au niveau du ligament croisé antérieur, il y aurait des récepteurs progestérone et œstrogène, donc aux Mm. hormones purement féminines. Et du coup, quand il va avoir ces variations d'un coup il y en a beaucoup, d'un coup il n'y en a plus beaucoup, ça crée une petite altération au niveau du métabolisme cellulaire du ligament. Donc du coup, ça pourrait fragiliser, entre guillemets bien sûr, ce ligament. Donc c'est pour ça qu'en fonction des cycles, on dit qu'il y a plus ou moins de risque de se rompre le ligament à ce moment-là. Ouais. Eh ben, écoute, Voilà, c'est une réponse qui est très complète et qui justement complète très bien celle de Liamine, mon amie Liamine, qui a travaillé avec les pros féminines de l'Olympique Lyonnais, avec qui justement on a beaucoup parlé des spécificités des athlètes féminines et on a parlé justement de ces cycles hormonaux qui avaient un impact. Mais aujourd'hui, effectivement, la recherche ne donne pas beaucoup d'informations, où il y a beaucoup d'hypothèses qui vont dans ce sens, enfin, dans divers sens. Je trouve que c'est un domaine qui est passionnant et qui aujourd'hui est en pleine ébullition dans le sport et la santé. Je pense que c'est des choses qu'on devrait creuser davantage. Est-ce que toi, finalement, au sein de ton staff, avec ton collègue kiné, etc., est-ce que vous vous intéressez à ça? Et si oui, comment vous interrogez en fait vos sportives sur quelque chose qui touche à l'intime finalement? alors c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place, on en parle beaucoup, mais dans la mise en place, c'est autre chose. Au sein du club, on va dire, avec mon collègue, on a ce relationnel avec les joueuses où on pourrait poser la question de but en blanc sans forcément qu'il y ait de gêne ou de choses comme ça. Même d'elles-mêmes, elles vont en parler. On leur dit justement qu'il y a des liens avec les phases du cycle. Donc, ne pas hésiter à en parler, à nous en parler dans des moments où il pourrait y avoir des fatigues. Puis en fait, moi, je suis pile juste avant l'ovulation, je pense. Et voilà, pour donner des conseils vraiment avec ça. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a pas mal de, justement, le pôle espoir de foot, pas très loin de chez moi. Eux, Mhm. ce qu'ils ont, c'est une application. D'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va être envoyé directement au côté médical. Et les filles vont renseigner, j'ai mes règles, je me sens fatiguée, j'ai des douleurs, machin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le message est passé. Ils en font quelque chose ou pas, je ne sais pas après derrière comment ça s'arrange, mais en tout cas, c'est pris en charge vraiment de plus en plus, notamment dans les pôles, pour essayer de jouer là-dessus, prévenir de plus en plus ce côté hormonal sur la rupture du ligament croisé. Ok, bah écoute, tu vois, si jamais tu peux avoir le nom de l'application, je serais intéressé et puis je la mettrai en lien dans la description. Je pense que ça pourrait intéresser tous ceux qui accompagnent des sportives parce qu'effectivement, tu vois, je n'étais pas forcément au courant de ça. Ce qui est intéressant, en fait, visiblement, dans cette application, c'est qu'au-delà de la question du cycle, où est-ce que tu te situes dans le cycle, en fait, il y a cette question de wellness, en fait, de bien-être, de comment tu te sens, est-ce que tu es fatigué, pas fatigué. J'imagine qu'il y a d'autres questions, mais effectivement, en fait, c'est un ensemble de questions qui vont être regroupées et qui vont permettre d'avoir des informations. Parce que je pense qu'il y a aussi ce qui fait que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des réponses, c'est aussi parce que il me semble que c'est assez individualisé en fonction des athlètes qui vont pas répondre à leur cycle de la même manière en fonction de chacune d'entre elles, en fait. Oui, ça varie beaucoup. Une femme, bon, c'est réputé Ouais. pour être compliqué. Un cycle, ça va aller nickel, en fait, parfait. L'autre cycle, ça va être la catastrophe. Ça, la joueuse d'à côté, ça va pas du tout être la même chose. Pourtant, le mois d'avant, c'était pareil. Enfin, ça varie tellement. C'est ça aussi, c'est contrôler les variations. C'est un paramètre très, très difficile à jouer là-dessus. Ouais, génial. Bah, en tout cas, merci pour tes réponses. En tout cas, si vous voulez compléter tout ça, je vous encourage à consulter le podcast numéro 5 avec Liamine Bellaloui, qui nous parle aussi de tout ça. Et avec ça, si vous êtes sportive ou accompagnant de sportives, vous aurez déjà énormément de réponses. Après, sur ligament croisé, on peut dire encore pas mal de choses. Ouais, bah vas-y, dis-nous un petit Au peu. niveau des féminines, parce que je sais qu'on va. Yamine a beaucoup parlé du côté règles un petit peu plus en détail, des choses comme ça, donc je voulais faire rapidement là-dessus. Mhm. Sur la composante neuromusculaire, je ne sais pas trop si ça a déjà été évoqué Non, dans pas les forcément. podcasts. Non. Ouais, parce qu'au niveau neuromusculaire, il va y avoir pas mal de petites différences chez la femme. Ouais. En fait, déjà de base, elles ont un petit déficit au niveau
en visio-moteur, en fait, quand il va y avoir souvent le mécanisme du croisé chez la femme, c'est après réception d'un saut. C'est Mm. du sans contact, réception d'un saut. Et en fait, ce petit déficit visio-moteur va faire que dès qu'il y a beaucoup de prise d'informations visuelles, par exemple sur un corner, faire une tête, il va y avoir une joueuse à droite, le but devant, la gardienne là, etc. On limite le contrôle moteur. Donc la femme a tendance à plus s'écrouler et à venir du coup léser un petit peu plus facilement, rentrer dans le mécanisme de jambes tendues, le genou qui cisaille vers l'intérieur, etc. Vraiment mécanisme du croisé. Donc il va y avoir tout ça et il y a Docteur Rewett, je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout, qui a fait une étude Non. là-dessus et qui a parlé des 4 déséquilibres neuromusculaires chez la femme. D'accord. Donc en fait, en fonction de chaque femme, il va y avoir plusieurs dominantes. Il va y avoir la dominante ligamentaire, où par exemple, c'est une femme qui va pas avoir assez de chaîne postérieure essentiellement, et qui, dès que va tomber d'un saut, quoi, après un saut par exemple, va tout prendre dans le ligament. Donc en fait, et la force d'impact sur le sol, et le sol, ce qui renvoie en beaucoup plus fort, c'est le ligament qui va prendre plutôt que les muscles. Souvent, c'est chez celles où le valgus dynamique est très fort. Quand D'accord. ils font les sauts, on l'analyse. Justement, pour le prévenir, c'est faire un gros travail sur le valgus dynamique, beaucoup de renforcement, apprendre les atterrissages. De toute façon, la meilleure prévention, ça va être de répéter, répéter quasiment le mécanisme pour être au point là-dessus et éviter de se péter. Il va y avoir ce côté ligamentaire, il va y avoir la dominante quadriceps. Il faut Mhm. savoir que les femmes, elles activent plus le quadriceps que les ischios. Donc, il va y avoir un déficit d'activation des ischios par rapport au quadriceps. Le quadriceps, de par son insertion, lui, il vient vraiment sur le devant du tibia. Donc, en fait, si une femme saute, elle utilise plus son quadriceps que son ischio, il va moins y avoir d'élasticité, moins de flexion de genou, moins de flexion de hanche. Et du coup, ça crée un petit tiroir antérieur. Donc, Mm. tiroir antérieur du tibia, prétention, on est presque en train de cisailler le ligament croisé. Mm. Donc, il va y avoir vraiment cette dominante-là. Donc, après, c'est du travail dessus, hein, forcément, renforcer la chaîne postérieure, renforcer les fessiers, les ischios. Ischio principalement, parce que ça va vraiment être, on va dire, un ligament croisé dynamique, ligament croisé antérieur dynamique, ce qui va tirer dans l'autre sens pour éviter que le ligament ne Bien prenne sûr. tout. Voilà par rapport à tout ça. Les femmes aussi, au niveau jambes, il va y avoir une jambe dominante par rapport à l'homme. Bien sûr, on a un pied préféré, hein, chacun va avoir son pied de prédilection, mais la femme, en fait, va mettre beaucoup plus d'appui sur une seule jambe que les deux. Elle répartit moins bien les appuis. Donc, dès qu'il y a avoir des changements de direction, des sauts, tout ça, on en revient à la même chose. Tout le poids sur une jambe. Donc, en fait, elle répartit pas, elle met beaucoup plus de contraintes. C'est beaucoup plus difficile à gérer quand on a tout un poids sur le corps qu'un seul, enfin, que bien réparti, quoi, disons. Bien sûr. Ok. Voilà, au niveau musculaire, on a ça. Puis après, le dernier, c'est un petit peu plus du global. C'est plus au niveau du corps. C'est ORE. En corps training, vraiment, à travailler plus. En dynamique, de toute façon, le corps training va prévenir tout ce qui est blessure membre inférieur. C'est un Mm. conseil que j'aurais à donner, d'ailleurs, aux sportifs, bosser le corps training à fond. Ouais, génial. En fait, je vais rebondir là-dessus parce que souvent, on donne de faire, voilà, très communément et vulgairement, on parle de gainage dans le langage commun. On va donner ça parfois sans savoir véritablement pour quelle raison. Surtout, bah, si on ne sait pas pourquoi, forcément, on ne va pas donner la raison au sportif, pourquoi il doit faire tout ça. Une des raisons de travailler son gainage, c'est effectivement dans ce but de limiter aussi les contraintes au niveau du bas du corps. Et là, on parlait plus particulièrement du genou. C'est super intéressant que tu nous parles de tout ça. Merci. On a bien compris l'intérêt de l'ostéopathie dans le sport et notamment la place qu'au fur et à mesure les ostéos prenaient dans les staffs, ce qui est à mon sens une super chose. Comment tu vois l'évolution de l'ostéopathie dans le sport d'ici 10 ans? Alors, d'ici 10 ans, j'espère qu'il y aura eu quelques petits changements, notamment le fait qu'en tant qu'ostéo, on ne peut pas intégrer des fédés sportives comme ça. Un kiné peut l'intégrer de par son statut de professionnel de santé. En ostéo, on n'a pas ce statut. Donc, si on veut intégrer un staff vraiment plus haut, on va dire, que de l'amateurisme, c'est difficile d'y accéder encore aujourd'hui si on n'a pas cette double casquette de kiné-ostéo. Donc, j'espère que Mm. d'ici là, ils verront que un ostéo exclusif peut faire du bon boulot, main dans la main, avec prépa, avec kiné, avec med, avec tout ça, pour vraiment les intégrer dans un staff. Effectivement, ça serait une bonne chose. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait cette distinction, notamment au niveau des fédés. Et puis, à l'aube de Paris 2024, c'est vrai qu'il serait peut-être temps de faire certaines choses parce que je pense que dans les autres pays, il n'y a pas cette distinction-là. Et du coup, j'imagine que dans les staffs, j'en suis quasiment sûr, que dans les autres staffs, dans d'autres fédés, dans d'autres sports, etc.,
il y a des ostéopathes, je pense notamment au monde anglo-saxon, ils doivent avoir un staff fourni avec des ostéopathes exclusifs. Oui, là, il n'y a pas de souci. Je sais plus avec qui c'était, mais dans le tennis, il y avait une intervention sur le court et en fait, c'était des ostéos exclusifs. Ça me paraissait fou. Je me disais, ouais, mais sûr, ils sont pas kinés aussi et pas du tout. Mais c'était ouais, c'était un staff anglais ou australien, enfin quelque chose comme ça, tout sauf la France, quoi. Ok. C'était sur le circuit ATP? Ouais, bah, il me semble, ouais. Bah, après, est-ce que c'est pas sur Joko qu'il y en a qui sont intervenus aussi? Ah, je D'accord. sais plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué où je me disais. Là, au moins, l'ostéo peut agir. On se rend compte que bon, ils allaient à deux, hein, donc sûrement qu'il y avait un kiné ou un med avec l'ostéo. Est-ce que, enfin, puis faire un petit truc rapidement, des choses comme ça. Mais on voit l'intérêt quoi de l'ostéo Ouais, ouais. dans un staff. Je pense que effectivement, le but en fait serait tout simplement d'élargir les staffs. Et comme on disait tout à l'heure, la raison pour laquelle souvent les staffs ne sont pas élargis, c'est une question de moyens, ou en tout cas de distribution des moyens. Dans certains staffs, enfin dans certains clubs, je sais que la distribution, elle va se faire avec une enveloppe sur le staff d'un point de vue global. Et après, en Mm. fonction de qui négocie bien son salaire, etc., bah, derrière, il y a un peu moins pour les autres. C'est vrai que c'est une problématique parce que, bah, comme on disait, hein, il y aurait un vrai intérêt en fait de travailler en concert. Quel serait le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Alors déjà, bah, le travail du corps training, que Ouais. j'ai dit un petit peu plus haut, hyper important et on n'en parle pas assez, je trouve. Mm. Et aussi la question du sommeil. Pour moi, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de sportifs qui ont respecté une hygiène de vie correcte, etc. Mais on en voit beaucoup, même dans le monde pro, hein, pour ne citer que Neymar, par exemple, à 4 heures du mat, encore à McDo ou au poker, alors qu'il y a match ou entraînement le lendemain à 8 heures. Niveau sommeil, il va tellement avoir de conséquences, on multiplie quasiment par deux, sans risque de blessure, s'il y a une nuit de moins de 8 heures. Les sportifs qui dorment 4 heures, bah, ils jouent un petit peu avec le feu le lendemain sur des matchs à grosse intensité. Donc, je trouve que c'est très important. Après, il y a aussi, hors que dans le foot, des cultures d'entraînement toujours plus. Donc, c'est des gens qui vont aller s'entraîner jusque pas d'heure, qui le lendemain à 6 heures sont réveillés pour aller faire leurs 10 kilomètres, etc. Donc, avec la charge d'entraînement qu'ils veulent se mettre, il faut au moins du sommeil pour récupérer. Ouais. Et je pense notamment au monde amateur, qui est du coup pas fait pour ça, parce que par définition, c'est des gens qui travaillent à côté et qui pour autant se mettent une charge d'entraînement qui est vraiment conséquente, qui peut du coup influencer sur leur sommeil, ou en tout cas, si leur sommeil n'est pas aux petits oignons, bah, derrière, ils vont vraiment se tirer une balle dans le pied au niveau bah, déjà de leur performance, mais aussi de leur santé. Je pense notamment aux avènements bah, des courses longue distance, des longs trails, des ultramarathons et du triathlon, qui par définition sont un travail sur trois disciplines. Donc forcément, ça demande énormément de volume. Effectivement, on voit que c'est beaucoup, beaucoup d'amateurisme. Et si vous ne voulez pas avoir de problématiques par rapport à tout ça, je pense que bah, vous devez bah, derrière faire attention à tout ça. Donc, je rebondis sur le core training. Effectivement, on a parlé du diminution du risque de blessure, ce qui est déjà une bonne chose. Mais si ça peut paraître nébuleux à certains de nos auditeurs, ça peut aussi avoir beaucoup de bienfaits sur bah, tout ce qui va être de sprint, de sauter plus haut, etc. Il ne faut pas croire que Ronaldo a sauté aussi haut juste par la force de ses jambes, mais effectivement par l'impact aussi bah, du membre supérieur et cette connexion entre le membre supérieur et les membres inférieurs passe par le tronc. Sachez pourquoi vous faites du gainage et surtout, je pense, sortez un petit peu de cette planche qui est un peu qui manque déjà de ludique. Puis en plus de ça, il y a peut-être d'autres choses à faire. En tout cas, renseignez-vous à ce sujet-là. Et est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous conseiller, ou bien un documentaire, quelque chose qui puisse nous éveiller? Alors moi, niveau podcast et livres, j'en lis beaucoup, j'en écoute beaucoup. Ouais. Donc, j'ai pas mal de petits conseils là-dessus. Déjà, ce podcast. Fais-nous une Je te petite remercie sélection. encore, je te Je te remercie remercie. encore de m'avoir invité sur celui-ci, parce que je l'attendais dès l'intro. Je me suis dit, hop, abonné, je vais l'écouter. Trop cool, merci beaucoup. Alors, après, c'est beaucoup orienté sport. Les podcasts, ça va être celui de Maxence Piolet, Ouais. PMax Performance. Donc, Ouais. il parle beaucoup du sommeil. D'ailleurs, il a beaucoup parlé sur ça. C'était super intéressant. Mm. Objectif performance, très intéressant, santé, sport en général. Et après, plus ce qui va être ciblé ostéo, ça va plus être ostéo et sciences, et un peu celui aussi d'Étienne Bulidon sur, et surtout la santé. Ouais, Voilà, ouais. niveau podcast.
Ouais, pas mal de génial. choses. Étienne, qui est un ami lyonnais que je salue. Et effectivement, bah, tous les autres que je connais de vue, ou en tout cas au niveau des réseaux sociaux avec qui j'ai pu échanger ces derniers temps. Maxence Pellet, il travaille au niveau de la région parisienne, dans le football féminin, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Paris FC. D'ailleurs, bah, le livre qu'il a coécrit avec, je sais plus le prénom, Mes mains, enfin, c'est Mes mains, son nom de famille, Grégory, ou quelque chose comme Ouais, ça. Je m'excuse ouais, pour lui, je sais plus trop le ouais, deuxième. Je conseille aussi la préparation physique dans le football féminin. ouais. Ils expliquent vraiment tout, il y a toutes ces différences, ces nuances à apporter pour la femme par rapport à l'homme. Ça a été ma Bible pendant un petit moment et je le fais encore beaucoup, beaucoup. Ok, génial. C'est vrai Donc, qu'on a parlé vraiment. de Maxence avec Pierre de Kinéast. Mm. Bah, lui, j'avais écouté un de ses podcasts justement avec Objectif Performance. Mhm. Il avait appris beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Également, Bah, tu vois, on a fait un podcast avec lui, c'est le prochain, podcast numéro 7, il me semble. Et effectivement, bah, on a diversifié pour avoir deux apports de ses connaissances avec Julien d'Objectif Performance. Donc, ça va compléter un peu tout ça. Ouais. bah, parfait. Génial. Et au niveau de les lectures? Bah, du coup, ça, après, beaucoup en nutrition, la performance sur mesure c'est Olivier Bourquin. Je crois que Pierre de Kinéas l'avait conseillé aussi. C'est de lui que j'avais entendu ce petit conseil et du Ok, coup, je m'y suis mise. Je conseillais à mon tour. génial. Vraiment très, très intéressant, hyper riche. Ça cible le sportif, la nutrition sportive, le lambda en fonction des périodes. Enfin, c'est vraiment super top. Et après, le gros, gros livre, la Bible de la préparation physique. C'est du costaud. Faut Ouais. vraiment s'y atteler, mais c'est top. Hyper riche et vraiment, si on s'intéresse de près ou de loin à la prépa physique, c'est le livre à avoir vraiment sous le coude. Ouais, ouais, effectivement. Tu vois, c'est pas un livre, c'est un livre que je connais, que j'ai un peu regardé, mais que j'ai pas encore acheté parce que j'ai déjà complété pas mal de choses au niveau anglo-saxon notamment. Mais c'est vrai que voilà, si on veut, on a peur un peu de lire de l'anglais. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont été dites à ce niveau-là via ce gros bouquin, effectivement. C'est un bon moyen. Je crois qu'il coûte proche de la centaine d'euros, mais je pense que c'est un bon investissement, ouais. Oh, il coûte cinquantaine d'euros. À une cinquantaine. Eh ben écoute, Ouais, donc ça parfait. va. Une bonne Génial. raison de Non, mais l'acheter. puis, non, mais puis de toute façon, si c'est de la valeur, hein. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au prix d'un bouquin. Souvent, c'est aussi parce qu'il y a énormément de valeur et surtout beaucoup de travail en amont. Faut pas l'oublier. Et en plus de ça, souvent, c'est pas du tout rentable pour les écrivains. Ils font pas ça pour gagner de l'argent, bien au contraire. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Alors, bon, on resterait dans le football, pas très Ouais, original, mais je non, partirais sur Alex Morgan, ouais, donc, joueuse de l'équipe américaine, ouais, parce que je trouve qu'elle a des valeurs vraiment topissimes, autant dans l'entraînement que dans la vie quotidienne en tant que femme. Elle mm, partage beaucoup de choses, notamment aussi son parcours avec la grossesse. Elle a été enceinte post-Coupe du Monde, et bah, tu en parlais avec Lamine du retour sur terrain post-grossesse. ouais, Elle est revenue. Déjà, la grossesse, c'était fou. Elle mettait des stories. Elle était prête à accoucher. Elle était en train de faire des jongles, des squats dans son garage. Enfin, vraiment des trucs de folie. ok, Donc, déjà, c'est assez impressionnant. Elle a accouché. Elle est revenue très rapidement. Je ne saurais pas dire en combien de temps. Et là, elle est quoi? Elle est meilleure buteuse de la Ligue américaine en ce moment. ok. C'est vraiment un exemple de réussite, d'apprentissage 100%, quoi. Du travail. Et il n'y a que ça qui paye, quoi. Je connaissais pas forcément, enfin, je connais bien évidemment Alex Morgan, qui est passé par l'Olympique Lyonnais, mais je connaissais pas forcément son histoire au niveau de la grossesse et qu'elle en avait un petit peu parlé. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement, qu'elle puisse échanger là-dessus et qu'il y a un peu des changements de vision et de pensée par rapport à tout ça. Si elle est revenue plus rapidement, bah, c'est aussi parce que elle a fait des choses en amont, elle a été accompagnée, donc génial. C'est une super reco, tu vois. C'est la première fois qu'on me parle d'Alex Morgan, mais pour moi, effectivement, c'est une vraie athlète. Donc merci pour cette reco. Quel serait le meilleur moyen de te contacter pour aller voilà, davantage plus loin par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur le podcast, ou si tout simplement on veut travailler avec toi, que ce soit dans le Nord ou peut-être de différentes manières. Bah, moi, sur Instagram essentiellement, Rogalski Ostéo. Après, j'ai LinkedIn. En vérité, sur tous les réseaux. Vous me retrouvez sur tous les réseaux, bon, sauf TikTok. Ouais, Je me suis pas mise au TikTok, pas encore. d'accord. Mais sinon, tous les réseaux, je suis assez accessible. Je réponds à tous les messages, échanger, pour parler des heures
De contenu, moi, il n'y a pas de souci. Donc, Instagram, Facebook, Alice Rogassi ostéopathe, Ok, un message et c'est parti. génial. Eh ben, écoute, je crois qu'en plus, je suis pas connecté avec toi sur LinkedIn, donc ça sera fait. Et je mettrai bien évidemment tout ça en lien dans la description. Ma dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Alors, il y a Damien, donc c'est le Déphysiosport sur Instagram. Il est tout récent. C'est un tout Ouais, petit compte encore pour l'instant. ouais, Je ne sais pas si toi tu le suis personnellement ou pas. ouais. Très prometteur, je pense. Et ça Ok. a l'air hyper intéressant. Je vois qu'il échange beaucoup avec Brian Littré. Donc j'aurais pu faire Ouais. la passe D à Brian Littré parce que je le trouve très très inspirant dans tous les domaines qu'il fait. Mm. Mais je fais une passe D à un petit joueur, on va dire pour l'instant, pour espérer concrétiser l'essai. Même si je pars au rugby plutôt qu'au foot, mais Génial. Tu le connais? alors pas du tout. À Non, part pas du sur les tout. réseaux où on a un petit Ok. peu échangé, je lui ai demandé des choses, il m'a demandé des choses. Enfin, on Mm. échange beaucoup là-dessus et j'hésite pas à lui poser des questions. Je l'embête un petit peu. Très intéressant. Toujours réponse très intéressante. C'est pour ça que passe des directement vers lui. Super. Mais je pense qu'il va mettre la balle au fond parce que pour avoir un peu échangé avec lui, il est vraiment intéressant et intéressé. Donc, ce serait un plaisir de pouvoir échanger avec lui. Ok, je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. J'espère que j'en ai pas trop dit, que j'ai pas trop perdu sur le ligament croisé notamment. Après, c'est vrai Non. que c'est un petit peu mon dada là-dessus, les athlètes Ouais, génial. féminines. Je reviendrai sur le côté consulter un ostéo. N'hésitez pas. Tout ce qu'on a dit, confort, performance, et travail aussi main dans la main avec le kiné. Donc bien s'entourer, comme tu l'as répété plusieurs fois, d'un staff compétent, d'un staff qui travaille ensemble. Chacun peut faire son action, on ne va pas se marcher dessus, chacun a son domaine, le tout dans l'intérêt du sportif. Parfait. Merci beaucoup, Alice, pour tout ton partage. Merci à toi qui est toujours là et nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si tu as kiffé l'épisode, partage à tes potes, à ton entourage sportif, à ta famille, pour qu'ils puissent profiter de tous ces bons conseils d'Alice. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force.